Support Me. Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Son combat devient alors aussi le nôtre. Au quotidien, souvent dans l'ombre, il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter, de consoler, mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade, de l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Frédéric Madalena a 43 ans. Il est liégeois d'origine, infirmier de formation, et depuis 14 ans, il est coordinateur de soins en oncologie, CSO. Il est aussi devenu responsable de la vingtaine de CSO des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Depuis le plan cancer, chaque service d'oncologie compte au moins un de ses coordinateurs ou de ses onco-coachs, comme on les appelle en Flandre, une personne de référence, centrale, qui accompagne le patient dès l'annonce du diagnostic et jusqu'à la fin du traitement. Il est à la fois coordinateur, coach, personne de référence, conseiller, oreille attentive, c'est une sorte de couteau suisse du service oncologie. On le compare parfois à un ange gardien, mais Frédéric n'aime pas ça, car lui, il se sent à égalité avec ses patients. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me. Je suis Frédéric Madalena, je suis infirmier coordinateur de soins en oncologie, infirmier spécialisé en oncologie à la base, et donc je suis responsable de l'équipe des infirmiers coordinateurs de soins en oncologie, les CSO, aux cliniques universitaires Saint-Luc, Institut Roi Albert II, qui est le nom du centre du cancer des cliniques Saint-Luc. Et donc, mon rôle en oncologie a débuté quand j'avais 21 ans, quand j'ai été diplômé. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler en oncologie dans la région liégeoise dès le départ. Et puis, je me suis rendu compte d'un manquement que j'avais de la connaissance de ce qui se passait avant ou après, et aussi des patients qui déposaient toute une série de problèmes qui avaient lieu soit par rapport à des problèmes de coordination ou soit d'accompagnement, avec parfois des annonces de diagnostic qui étaient brutales pour eux, le manque de soutien, le manque d'aide, et ça m'a permis de me dire qu'il y avait de la place pour une fonction transversale qui pouvait aider l'équipe multidisciplinaire et le patient et son entourage à naviguer à travers cette annonce et ce changement dans sa réalité qui est si complexe et si difficile. Et c'est grâce à ces constats et à mon arrivée ici à Bruxelles aux cliniques universitaires Saint-Luc et à cette opportunité de développer cette fonction d'infirmier coordinateur de soins en oncologie que j'ai pris ce travail et que j'ai pu améliorer et développer ce rôle non seulement au sein des cliniques mais aussi au niveau de la Belgique francophone. Un des premiers rôles, et le rôle historique, c'était un rôle de coordination. C'est le premier besoin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une prise en charge parfois complexe, souvent multimodale, et que cette personne va avoir un rôle de chef d'orchestre. C'est d'ailleurs comme ça souvent que les médecins le définissent par rapport aux patients. Comme ça donne une image compréhensive. Donc, le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait que tout le monde joue la même partition. Et donc, si on décide d'un traitement, on le décide ensemble, en discussion multidisciplinaire, et puis on tient le même discours, forcément, vis-à-vis du patient. Et donc, on a plus ce problème qu'on pouvait avoir il y a longtemps, où un chirurgien décidait d'un traitement, mais un oncologue n'était pas sur la même ligne parce qu'il ne s'était pas vu. Tout ça n'existe plus, en tout cas plus dans notre institution, et normalement plus dans d'autres institutions, parce qu'on doit en discuter ensemble. Donc ce premier rôle, c'est ça, c'est d'organiser les discussions multidisciplinaires et de mettre à l'agenda de ces discussions les patients avec la question spécifique. Souvent une annonce du diagnostic, une discussion post-opératoire ou une récidive. Donc on part déjà de cette espèce de tour de contrôle qui est la discussion multidisciplinaire, et puis nous on agit un peu comme l'aiguilleur dans la tour de contrôle qui va faire en sorte qu'on va appliquer ces décisions. Souvent après les discussions multidisciplinaires, on revoit le patient et sa famille, et donc c'est tout frais dans notre tête puisqu'on vient d'en discuter, et on revoit le patient alors pour lui expliquer exactement quelle est la proposition de traitement.
Et donc ça, c'est important, ce terme proposition, parce qu'évidemment, nous, on ne prend pas de décision à la place du patient, on donne un avis sur ce qui est le mieux à faire, et après, on l'adapte à la situation du patient et à ses envies. Et s'il y a plusieurs propositions, ou si le patient n'est pas d'accord avec cette proposition de traitement, pour une raison X ou Y, on discute avec lui jusqu'à avoir un consensus et avancer. Donc c'est très important qu'il ait la bonne information et que nous aussi on vérifie qu'il ait bien compris. Parce que parfois le patient part sur son histoire de vie, sur ses représentations, sur ses préjugés parfois. Donc la coordination, c'est cet aspect discussion multidisciplinaire, et puis alors organiser pratiquement un plan de traitement qui va du début à la fin du traitement et l'expliquer au patient pour lui montrer les différentes modalités. Je prends un exemple simple, un traitement de radiochimiothérapie avec une chirurgie 2 mois après pour un patient qui aurait une pathologie au niveau rectal. Si vous n'expliquez pas que la radiothérapie, c'est 25 séances de 15 minutes par jour et avec de la chimiothérapie en plus, et si vous n'expliquez pas tout ça, le patient évidemment va avoir du mal à comprendre qu'il doit venir tous les jours à l'hôpital, qu'il doit connaître les effets secondaires de ces traitements pour pouvoir anticiper, et qu'il ne sera pas opéré tout de suite. Et pourquoi il ne sera pas opéré tout de suite ? Quel est le but de ça ? C'est justement pour faire diminuer sa tumeur, pour que l'opération soit plus efficace et que le résultat, au final, diminue son risque de récidive. Donc il y a toute une série d'informations qui doit être données, et alors une coordination pratique vis-à-vis des rendez-vous du patient, et aussi en interne pour avoir ce que j'ai appelé des itinéraires cliniques. Et donc c'est ces processus qui permettent d'avoir de quelque chose de très compliqué, une ligne simple qui est la ligne la plus rapide et qui est discutée en équipe multidisciplinaire en amont. C'est un infirmier qui est expérimenté, c'est nécessaire pour ce type de fonction. Il faut au moins, je dirais, 4 à 5 ans d'expérience en oncologie pour pouvoir répondre aux questions du pratique du patient. Qu'est-ce que je fais avec mon système de porte-à-4 qui est le cathéter qui permet par exemple de diffuser de la chimiothérapie? Est-ce que je peux prendre une douche avec ça? Est-ce que quand j'ai de la diarrhée sous chimiothérapie, est-ce que je peux prendre un comprimé d'Imodium, ou est-ce que j'ai des éléments diététiques que je dois faire pour améliorer ma situation? Tout ça, si vous n'avez pas d'expérience, vous ne pourrez pas y répondre. Après, une fois qu'on a de l'expérience et le fait d'être présent en discussion multidisciplinaire, on apprend énormément sur la pathologie. Mais si vous n'avez pas cette expérience de base, c'est plus compliqué. Donc nous, on va vers des gens qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience et qui ont du coup ces compétences que j'appelle des compétences transversales. Le deuxième rôle fondamental de l'infirmier coordinateur de soins en oncologie ou de l'onco-coach au nord du pays, c'est vraiment cet accompagnement psychosocial. C'est pour ça qu'on est financé par le plan cancer. Et donc, c'est 2 facettes d'une même pièce. La coordination, il n'y a pas de coordination sans accompagnement psychosocial, il n'y a pas d'accompagnement psychosocial sans coordination. Vous avez beau être le meilleur communicateur, si après le chemin n'est pas clair, que le patient ne sait pas où il doit aller, il va de toute façon perdre confiance et il ne va pas être en sécurité. Donc, il y a vraiment un élément de sécurité, un élément de qualité qui sont importants. Que fait l'infirmier coordinateur de soins en oncologie par rapport à cette thématique de l'accompagnement? Dès le départ et dès le début des années 2010, on a mis en place ce qu'on appelle un dispositif d'annonce à l'initiative donc des infirmiers coordinateurs de soins en oncologie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'annonce est un élément central. Souvent, quand on prononce le mot cancer, il y a un blackout et le patient va retenir un tiers des informations qui sont liées à la consultation médicale. Et donc, le but, c'est de travailler en pool avec infirmiers coordinateurs de soins en oncologie, donc les CSO, coordinateurs de soins en oncologie, et l'oncologue ou le médecin qui annonce, ça peut être un chirurgien, ça peut être un radiothérapeute. Que va faire ce pool? Le médecin va annoncer le diagnostic et le plan de traitement, et puis le patient va être vu soit directement après, soit un jour ou 2, ça dépend un petit peu de l'état émotionnel et comment on peut travailler cognitivement avec lui, va être vu en consultation infirmière avec donc du coup le fameux CSO. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement revoir les répercussions de cette annonce. Qu'est-ce que le patient a compris? C'est déjà la première chose qui est probablement la plus importante. Qu'est-ce qu'il a compris du traitement de la maladie? Quelles sont ses représentations par rapport à ça? Est-ce qu'il a des préjugés? Est-ce qu'il y a une expérience qui était malheureuse, qui est peut-être différente
des autres. Il y a un élément très très important, c'est qu'on dit le cancer, mais le cancer, ça n'existe pas. Il y a 150 maladies différentes et il y a autant de traitements. Et donc souvent, on compare des choses qui ne sont absolument pas comparables. Un grand-père qui a eu un cancer du poumon métastasique, stade 4, avec une petite tumeur au niveau du sein qui peut être prise en charge assez facilement et qui a un traitement curatif. Donc ça, on doit aussi faire tout ce travail d'aller voir ce qui se passe dans la tête des gens et quelle est leur histoire, quelle est leur expérience. Et donc il y a cet aspect de compréhension de la situation, et puis l'aspect émotionnel. On s'arrête toujours sur l'aspect émotionnel, mais qu'est-ce que ça évoque finalement chez vous, ce qui vient de se passer, ce qui vient d'être dit, et ce qu'il y a de l'anxiété qui est liée à ça, et cette anxiété, elle est liée à quoi? Et souvent, en posant cette question très naturellement, les gens vous expliquent que voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est la maladie, c'est le traitement, c'est les aspects sociaux, c'est les aspects environnementaux, c'est mes besoins qui ne seront pas assumés. Et donc, nous, on va aller faire le tour de toutes ces différentes dimensions, voir ce qui est perturbé actuellement, quelles sont les craintes, et surtout, qu'est-ce qui pourrait l'être dans le futur. Imaginons quelqu'un d'isolé qui doit faire ce traitement de radiothérapie tous les jours pendant 25 jours. Comment est-ce qu'il va venir faire ces traitements? Est-ce qu'au niveau pratique, ça va être facile ou pas? Donc le but, ça va vraiment être de déminer les situations et de vérifier qu'on part sur des bonnes bases de compréhension, d'adhésion au traitement. Est-ce que le patient est vraiment d'accord? Est-ce qu'il n'est pas forcé? Est-ce que vraiment il a pleinement compris, il donne son consentement pour faire ce traitement-là? Et est-ce qu'on est dans des bonnes conditions pour démarrer? Donc ça va vraiment être tout l'aspect accompagnement, et puis aussi voir au niveau environnement, et là c'est là que les aidants proches ont tout leur sens, surtout dans certaines pathologies. Je pense aux patients qui ont par exemple des tumeurs neurologiques, où ma collègue qui gère ce type de patient-là doit très très vite identifier les aidants proches, mais pas que. Et donc là, il y a tout cet aspect de discussion avec la famille et aussi pour le patient, pour voir quel type de soutien il peut bénéficier tout autour de lui, et pour aussi qu'ils aient le même type d'information que le patient a eu. Souvent, on voit dans les discussions que le patient arrive avec une jauge de stress. En effet, on voit que le patient est extrêmement stressé ou pas trop. Moi, j'imagine souvent une jauge qui est dans le rouge, où je vois des gens extrêmement stressés, et souvent avec quelques questions, on arrive à identifier ce qui pose problème. La plupart du temps, et dans des stratégies d'adaptation classiques, il est normal d'être stressé, évidemment, dans un monde qu'on ne connaît pas, avec un diagnostic de cancer. Il est normal même de pleurer parfois. Ça, c'est des réactions tout à fait normales. Souvent, c'est lié au stress et la sidération de ce qui vient de se passer. Et puis, il y a tout un phénomène d'adaptation qui va être aidé par ce fameux dispositif d'annonce avec le temps médical, le temps CSO, le temps paramédical et puis le temps médecin généraliste. Et ça forme à peu près 2 semaines, et ça va aider à lutter contre ces répercussions de l'annonce du diagnostic. Et donc, en effet, le patient qui a cette jauge de stress qui peut être dans le rouge, avec de l'information, en pointant, et donc, du coup, en ayant ces compétences communicationnelles pour pouvoir interroger le patient sur ce qui pose vraiment problème, on voit petit à petit lors de l'entretien que la jauge descend dans le vert, et là, que le patient a pu avoir des réponses aux questions qui étaient stressantes. Ça ne veut pas dire que tout est OK, mais au moins, on peut démarrer sur des bonnes bases, et après, il faudra suivre aux différents moments de la prise en charge et revoir si en effet cette jauge remonte dans le rouge, ou si on continue à avoir quelque chose qui est bien géré, une adaptation qui est OK. Si on a des troubles de l'adaptation, alors on fait appel à nos collègues psycho-oncologues, qui du coup alors prennent en charge ces troubles-là avec le patient et avec sa famille parfois. Non, nous ne sommes pas psychologues, mais nous sommes formés comme les oncologues et la plupart des médecins qui travaillent dans ce type de prise en charge. Maintenant, on ne peut plus imaginer d'avoir des discussions et de créer une relation sans être un minimum formé au niveau de la communication. Et donc, du coup, apprendre à déceler ce qui se joue à la fois dans le comportement verbal et non verbal du patient, pour l'aider au mieux à formuler ses besoins, ses difficultés, et pour aussi identifier des signes de dépression, de souffrance.
Et donc, soit ce sont des éléments qui, avec l'information de l'éducation, peuvent diminuer la jauge de stress, soit en effet, c'est un trouble qui parfois est antérieur même à la maladie cancéreuse. Et là, alors, pour les aider, on a besoin d'une prise en charge au plus long cours qui ne fait plus du tout partie, alors, du coup, de notre rôle à nous. Et là, on passe la main. De même que pour tous les paramédicaux, on a une prise en charge assez généraliste dans une prise en charge spécialisée. Donc, on a des connaissances de base au niveau social, au niveau diététique, au niveau psychologique. Mais dès que ça demande une prise en charge au long cours, alors on passe la main à nos collègues et on agit aussi un peu comme avec cette casquette de chef d'orchestre vis-à-vis de la prise en charge paramédicale pour mettre la bonne ressource au contact du bon patient si c'est nécessaire et pas que le patient voit une dizaine de personnes qui ne lui apporteront rien et qui ne correspondent pas à son besoin. Donc c'est la personnalisation de la prise en charge telle qu'on veut la faire et elle n'est possible que si on a une relation claire avec le patient et bien établie dès le départ. Un des autres avantages, c'est l'accessibilité. Donc il y a 2 avantages pour ce type de fonctions, c'est qu'elles sont détachées des services, ce sont des fonctions transversales, ça veut dire qu'on est joignable à tout moment par téléphone, par email, et donc le patient a toujours une réponse à ses questions. Et l'autre avantage, c'est qu'on va d'emblée suivre le patient sur toute la période de traitement, et même par après. J'ai des patients qui me téléphonent encore après 3 ans après leur prise en charge pour me poser des questions. Et donc, à des moments très précis, l'annonce, le début d'un traitement, le préopératoire, le post-opératoire, on va organiser des rencontres avec le patient, mais il est libre de venir nous voir à tout autre moment. Et si nous-mêmes, on estime qu'on doit voir ce patient-là un peu plus, on va alors aller plus le voir. J'ai vu hier une patiente qui avait des grosses difficultés alimentaires et psychologiques. Voilà, c'est quelqu'un que je vais aller revoir une fois qu'il y aura eu cette évaluation du problème diététique plus approfondie par ma collègue diététicienne. Je vais aller revoir cette patiente-là pour voir comment ça se passe à la cure suivante. Et donc, c'est toute une organisation aussi pratique pour voir quand on doit être disponible et quand on l'est moins, à gérer aussi dans son emploi du temps. Cet aspect coaching est un aspect intéressant. Donc, dans l'accompagnement ou le coaching, chacun pourra y mettre ce qu'il a un peu envie derrière. Nous, qu'est-ce qu'on met là derrière? D'ailleurs, dans le nord du pays, on appelle ça les onco-coachs. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Et c'est une décision que je trouve intéressante, parce qu'en plus, c'est un mot anglophone qui pourrait convenir à toute la Belgique. Qu'est-ce qu'ils mettent là derrière? Ils insistent sur l'aspect accompagnement. Donc c'est vrai qu'il y a ces 2 facettes d'une même pièce, comme je l'ai dit précédemment. L'aspect accompagnement, c'est en effet un petit peu du coaching. Et donc c'est comment que eux vont faire cet accompagnement, en essayant de vérifier ce dont le patient va avoir besoin. Et donc aussi à travailler sur la motivation. Quand on a des patients qui ont des longs traitements, et notamment des patients qui ont des maladies métastasiques, c'est pas toujours évident d'avoir des traitements. Moi, j'ai des patients qui ont un traitement de chimiothérapie depuis 10 ans. Et donc, évidemment, cet aspect coaching, il est important à la fois pour détecter rapidement les effets secondaires, pour pouvoir agir quand il y a des urgences, mais aussi pour aider le patient à garder le moral pendant tout ça. Parce qu'un des grands problèmes de ces patients qui sont en espèce de maladie chronique comme ça, un peu endormis par le traitement, c'est il y a des répercussions sur leur vie quotidienne et ils peuvent pouvoir continuer à fonctionner de manière efficace. Il y a des 3 grands travaux des patients qui sont un peu compliqués. C'est la gestion de sa maladie, la gestion de son traitement et la gestion de sa vie quotidienne. Et ça, c'est les 3 travaux du patient qui sont pas du tout évidents. Et ça, cet aspect coaching-là, ça va les aider à voir, tiens, vous avez un souci récurrent, par exemple, de fatigue ou de douleur. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour lutter là-dessus, pour ne plus que ce soit une fatalité. Et donc le patient va d'abord nous dire, par exemple, que pour la douleur, on va travailler par étapes, par objectif, essayer de diminuer cette douleur la nuit pour qu'il puisse passer de bonnes nuits, essayer de diminuer cette douleur à la mobilisation, par exemple, et donner toute une série d'informations qui va lui permettre aussi de pouvoir reconnaître ce qui se passe, agir à la fois sur son environnement, avec des traitements, avec des mesures préventives, pour l'aider à améliorer les choses, tout en l'autonomisant. Donc, c'est pas seulement lui dire, voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, mais c'est discuter avec lui sur, voilà, quand vous avez eu ce type de problème similaire, par exemple, dans le passé, comment est-ce que vous avez réagi ?
quels sont les personnes, les systèmes ou les éléments qui pourraient vous aider dans ce type de situation-là. On essaye d'abord d'inviter les gens à réfléchir sur leur situation, à trouver des solutions, et puis s'ils n'en trouvent pas, les aider à avancer. Parce qu'au final, c'est une parenthèse dans leur vie, et dans la plupart des cas, et on espère que les gens, après, une fois qu'ils sont guéris, vont continuer à trouver des solutions dans leur vie de tous les jours, et ça les aidera aussi à améliorer leur propre situation et à avoir un regard concret sur leur propre vie. Alors les bénéfices, en fait, différentes études anglo-saxonnes ont montré qu'il y avait vraiment un bénéfice sur ce type de prise en charge, parce que ça diminuait le stress, ça diminuait le risque de dépression aussi par rapport à la prise en charge. Ça a amélioré la qualité et la sécurité. Le patient sait qui est responsable de sa situation, connaît son traitement, il sait quels sont les effets secondaires de ce traitement, quels sont les risques de ce traitement-là, il sait quel est son planning de traitement, et donc ça diminue aussi l'engorgement des urgences, ça diminue la réhospitalisation, donc ce qui est intéressant aussi pour le patient, mais aussi pour le système de soins. Prendre le temps fait gagner du temps. Et donc, c'est extrêmement important, et c'est ce que nous, on a expliqué dans nos différentes formations, et c'est ce que j'essaye de prendre le temps d'expliquer à tous les nouveaux infirmiers coordinateurs de soins en oncologie, c'est qu'il est indispensable de rencontrer le patient et d'avoir un temps protégé, c'est-à-dire pas avec votre téléphone qui sonne tout le temps. Même si votre téléphone doit sonner, vous pouvez mettre la sonnerie sur mute, et c'est important d'avoir vraiment un temps de départ à l'annonce du diagnostic, parce que c'est là que vraiment les choses se jouent, et puis de créer une relation avec le patient et de lui expliquer ce qui va se passer, qui on est, ce qu'on peut lui proposer, rentrer en relation avec lui pour voir quels sont les problèmes potentiels ou les problèmes réels, et puis alors lui expliquer le plan de soins, quand on peut intervenir, quand on va le revoir, quelles sont les prochaines étapes, et que si en effet il y a des soucis, en discuter ensemble pour avoir un accord sur ce qu'on va faire et comment on va trouver des solutions créatives pour passer outre ces soucis-là. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de très rapidement pouvoir trouver des repères. Donc, on n'est pas seul dans cette prise en charge, en tout cas pas en 2021. Et donc, il est important de pouvoir demander de l'aide à la fois à son équipe de soins, repérer les personnes de référence, son oncologue, son chirurgien, son coordinateur de soins en oncologie, et du coup, pour préparer les questions, si on n'a pas su les poser à la consultation, et donc ne pas avoir peur de venir avec une série de questions qu'on prépare à l'avance, s'il y a encore des zones d'ombre, et du coup, pouvoir avoir des repères sur les personnes, leurs différents rôles, aussi sur la maladie, le traitement, les services d'aide. Donc ne pas hésiter, si on ne vous le propose pas, à demander quels sont les services d'aide en interne. Moi, par rapport à ma situation sociale, j'ai besoin de ceci, qui est-ce que je peux contacter, quand est-ce qu'elle est disponible, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter comme type d'aide. Et aussi en externe, il y a des associations de patients, soit spécifiques, soit plus générales, comme la Fondation contre le cancer. Et puis, il y a toute une série d'associations de personnes qui ont déjà vécu la maladie et qui peuvent être aussi, c'est peut-être intéressant de discuter avec des gens hors champ médical qui ont vécu la situation, quels trucs ils ont trouvé par rapport à telle situation. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui peuvent aider le patient à pouvoir trouver des repères, répondre à ses questions et donc, du coup, se tranquilliser et se concentrer sur l'essentiel, maintenir un niveau de vie quotidien le plus agréable et équilibré possible, qui permet de continuer à laisser la place à la vie. C'est important que ce soit la vie qui soit là au centre et pas uniquement le traitement ou la maladie. Le deuxième conseil, ce serait vraiment d'améliorer, ou en tout cas de laisser une place importante à la communication. On voit trop malheureusement dans les couples ou dans les familles des gens qui s'éloignent les uns des autres à cause de la maladie parce qu'ils pensent s'auto-protéger en gardant tout pour eux.
les personnes voient le verbal, le non-verbal et ressentent le stress de l'autre. Un patient qui va voir son conjoint qui se ferme littéralement, ça va être source de stress supplémentaire pour lui et inversement. Donc le conseil que j'ai envie de donner, c'est que n'hésitez pas, ne prenez jamais ça pour acquis, n'hésitez pas à lancer la communication et donc à exprimer très clairement ce que vous ressentez, à demander à l'autre ce qu'il ressent, pour garder cette relation et être au plus proche de l'autre. Et donc, du coup, de ne pas ramener un poids supplémentaire de non-dit dans la discussion. Parce qu'il y a toujours moyen d'échanger et de se sentir soutenu. Un élément important pour les patients, ça va vraiment être d'être écouté dans l'accompagnement psychosocial, mais aussi d'être soutenu. Et donc, s'ils sentent qu'ils sont soutenus, s'ils peuvent tout dire et tout entendre aussi, ça va être beaucoup plus sain que s'ils sentent qu'ils ne peuvent rien dire chez eux ou ils ne peuvent rien exprimer ou que l'autre est en difficulté et qui doit en plus gérer l'autre. Et donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de poser des questions ouvertes, d'exprimer ce qu'on ressent et de demander à ce que l'autre ressent et d'essayer ensemble, si vraiment c'est compliqué au niveau soit familial ou au niveau couple, de demander alors l'aide, soit à l'infirmier coordinateur de soins en oncologie, l'oncologue ou le psychologue de l'hôpital. Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.